Ce podcast spécial du temps des fêtes vous est présenté par nos 3 commanditaires, ranchbrand.ca pour les meilleurs vêtements de country au Canada, Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration et TLF Dessin, concepteur de pièces dans le domaine de la construction. Merci à nos commanditaires. Bon épisode et joyeux Noël. Bienvenue tout le monde dans le Yann et Frank. Mais Yann n'est pas là aujourd'hui. Je suis avec Simon Rochelot, que si vous ne le connaissez pas, d'habitude, on fait l'édito ensemble le mardi soir. Mais là, vu qu'on est dans le temps des fêtes, puis on enregistre, pour nous, on est le 17 décembre en ce moment, mais vous écoutez ce podcast-là probablement juste après Noël. Donc, on souhaite un joyeux temps des fêtes à tout le monde. Et aujourd'hui, pour ce format Yann et Frank avec moi et Simon, ce qu'on va faire, c'est le bilan 2024. Donc, on a différentes catégories et on vous présente ça dans quelques instants. Ouais, Simon, merci d'être là. On fait un format un peu différent de d'habitude. Donc, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai proposé qu'on le fasse comme ça, parce que d'habitude, dans l'édito, on prend un sujet, puis là, on le décortique. Mais là, pour un bilan de l'année, je trouve que c'était le fun. Puis en même temps, ça va faire voir un peu la formule de ce qu'on fait là, souvent le mardi soir aux gens peut-être qui ne sont pas familiers. C'est pas tout le monde qui écoute tous les segments. Fait que le plan que tu m'as proposé est assez simple. Dans le fond, on a là, politiquement, on y va municipal, provincial, national ou fédéral, si vous voulez, et international. On a différentes catégories dans lesquelles on a une mention déshonorable, un mauvais coup et un bon coup. Ouais. Donc, je sais pas, tu veux-tu expliquer un peu pourquoi tu as choisi d'y aller de même? Sinon, on commence. Tu sais, des fois, les gens font des bilans, ils vont par mois, ils vont par sujet. J'ai aimé ça, comment tu sais, vu qu'on traite souvent de politique, d'y aller avec les différents niveaux, parce que dans Yann et Frank, c'est ça, on parle moins de choses municipales, mais on parle quand même un peu de municipal, beaucoup de provincial, beaucoup de national et de plus en plus d'international. Donc, ça touche tous les niveaux, là. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai rien inventé, honnêtement. Je ne suis pas le premier à faire un palmarès du genre. C'est plus que, moi, c'est ça. En même temps, ça me permet de faire un genre de réflexion sur l'année qu'on vient de vivre aussi, puis de dire qu'il s'en est quand même passé des choses dans les 12 derniers mois. Là, tu dis, c'est qui a été marquant ou qui s'est démarqué? Vous allez voir plus tard, c'est pas toujours des gens hyper connus là, que je vais nommer, mais justement, c'est parce que des fois, il y a des catégories que ça devenait difficile. Vous allez comprendre pourquoi, mais qu'on arrive au provincial notamment, là, de trouver du monde qui ont de l'allure, c'est pas toujours facile. C'est ça, puis il y a beaucoup de... Tu sais, là, je pense à ta première catégorie municipale qu'on va commencer dans quelques instants. Sérieusement, la liste des mauvais coups et des gens épouvantablement mauvais est tellement longue que, tu sais, on a juste à penser à la saga des... parce que là, je vais prendre des exemples que tu n'as pas mis dans ton palmarès, mais on a juste à penser à la saga des serres de Longueuil, qui, encore une fois, cette année, est un sujet d'actualité. La mairesse qui fait une espèce de numéro bizarre où elle convoque les gens en disant qu'elle va faire le point sur son avenir politique et tout ça, finalement, quand quelqu'un fait ça, c'est toujours pour annoncer qu'il démissionne. Elle, c'était pour annoncer qu'elle se représente. Tout le monde a trouvé ça un peu bébé. Mais là, tu sais, on pourrait passer comme ça en rafale beaucoup d'élus municipaux qui... il y en a sûrement plein, en fait, qu'on ne connaît pas, qui ont fait une super job dans des plus petites municipalités. Mais malheureusement, c'est ça l'affaire, c'est que c'est dur de parler de cas isolés. Tu sais, moi, si le maire ou la mairesse de Percé, je ne sais même pas si c'est un maire ou une mairesse, a fait un bon coup, je ne le sais pas, si je ne connais pas l'actualité locale de Percé. Fait que c'est ça, c'est plus dur. Mais commençons avec la mention déshonorable. Donc, un bon coup, mauvais coup, mention déshonorable. Mention déshonorable, et ça va peut-être surprendre, parce qu'en général, c'est un nom qui sort avec des commentaires positifs. C'est Gilles Lehouillier, maire de Monthoud à Lévis.
Exactement, tu sais, puis moi-même, je dois parce que, tu sais, par le passé, j'ai déjà déclaré, tu sais, en podcast que bon, Gilles Lehoulier, je le sais qu'il est pas parfait, je le disais déjà à l'époque, mais bon, je considérais que c'était comme un des derniers le politicien qui a un peu de bon sens, tu sais, au niveau municipal, puis justement, c'était plus un vieux de la vieille, puis tu sais, j'ai parlé à des gens qui l'ont côtoyé, j'avais entendu des histoires, tu sais, j'ai jamais eu d'échange, par exemple, avec David Chabot, là, qui collabore maintenant au Yann et Frank. Je sais que lui a travaillé pour lui. Je ne sais pas s'il se sentirait à l'aise d'en parler tout de son expérience d'ayant travaillé avec Gilles Lehoulier. Mais tu sais, je savais que Gilles Lehoulier, c'était pas nécessairement toujours quelqu'un de facile puis qui pouvait avoir son style et tout. Mais ça, veut pas, la politique, je l'ai déjà dit, d'abord et avant tout, c'est de gérer des égos, c'est de gérer des Ouais. personnalités. Tu sais, quand tu t'impliques en politique comme staffeur ou bénévole, même, quoi que ce soit, dépendamment de ton niveau d'implication. Fait que ça, j'essaie de faire la part des choses. Je me disais, ben, il est loin d'être parfait, mais compare, mettons, à son vis-à-vis l'autre bord de la rive, que ce soit La Baume ou que ce soit Bono Marchand, tu sais, ou si tu compares évidemment dans la grande région de Montréal, bon, je le trouvais pas si pire. Mais là, je dois dire, avec la nouvelle qui est sortie, j'aurais peut-être pu, ou je pourrais peut-être aller chercher l'article, mais ce qui est sorti dans les derniers jours, vous n'avez parlé brièvement, des derniers jours au moment qu'on enregistre en date du 17 décembre, mais vous n'aviez parlé très brièvement, Yann et toi. Maintenant, ce qui arrive à Lévis, c'est qu'on a déjà actuellement comme un gel, si on veut, sur le développement, de terrain, d'un côté. Mais d'un autre côté, maintenant, on impose une amende ou une taxe, si vous voulez, ou un frais aux promoteurs ou aux propriétaires de terrains vacants. Ben là, tu dis, c'est parce que, tu sais, voilà, on l'a Ouais, je l'ai ici, là. Donc, on dit la taxation des terrains vacants à Lévis est un non-sens. Et en toute franchise, je pense que le maire l'a admis lui-même dans une intervention radio que, bon, on va essayer de trouver une autre façon de faire les choses, là. Ouais, mais Mais fais pas là, juste tu essayer puis sais, fais-les, tu sais. ouais, mais tu sais, les gens comprennent que c'est absurde, là. Tu dis aux gens, regarde, il y a un gel sur le développement, on ne peut plus développer, mais si tu laisses ton terrain vacant, je te crisse une taxe. Ben, C'est. tu sais, quand notre ami Vincent Geloso du trio économique nous dit que le gouvernement est très bon pour comme régler un problème puis en créer un autre ou deux Ben autres oui. à côté, ben c'est un peu ça ici, C'est là, tu sais. c'est un peu comme si tu as un policier qui vous dit, qui te croise, vous dit oui, monsieur Rochelot, votre véhicule qui est là, là, vous êtes en infraction, je vais vous mettre une contravention. OK, parfait. Ben, si je le déplace, tu dirais non, vous ne pouvez pas le déplacer. Ouais, Ben ouais. là, je peux-tu le déplacer? C'est quoi le problème? Si je reste là, j'ai une contravention, mais si je le déplace, ça ne marche pas non plus. Oui, exactement. C'est ça. Non, Finalement, puis tu n'es pas supposé donner parce que le principe, en fait, général, derrière une taxe, en général, c'est que tu peux, la contourner parce que c'est basé sur le choix, contrairement à l'impôt. mhm, Donc, mhm. mettons, l'idée, c'est de dire, ben, si tu achètes certains biens, tu vas payer une taxe dessus, mais tu n'es pas obligé de les acheter. D'où l'idée que, normalement, les trucs essentiels seraient Ouais. détaxés, comme les aliments. Et là, après, peut avoir un débat sur ce qui est essentiel ou pas. Moi, je pense qu'une maison ou un condo, ça peut être essentiel, là. Minimalement, un logement, tout le monde devrait avoir le droit à avoir ça sans payer de taxes. Mais bref, ça nous égarerait. Fait que Gilles Lehoulier de Lévis, qui s'est fait ramasser, je pense, à juste titre pour cette décision-là. Puis on pourrait aussi parler, on avait déjà parlé l'année passée, mais son budget avec des hausses de taxes municipales faramineuses alors que ça développe à plein à Lévis et que l'argent rentre des nouvelles constructions. Il y a quelque chose là-dedans qui est un peu débile, là. Ouais, Quand les ouais, gens qui sont ben, venus à Lévis, il y a des tours qui poussent en plein milieu de la ville. Puis de je ne sais pas combien d'unités de logement, d'après moi, vous n'avez pas besoin d'augmenter ceux qui payaient déjà, là. Il y a déjà du nouveau cash qui rentre, là. ouais, ben c'est ça. Depuis les 12, 13 derniers mois, je l'ai oublié, là, il perd des plumes, disons. Là. Mais c'est ça, je disais tantôt, je pense que Vincent disait de dire le politicien qui règle un problème puis en crée un ou deux autres. Mais ici, quel problème est même réglé au départ par l'idée de, tu sais, d'empêcher le développement? Parce que je sais que Lévis s'est beaucoup, beaucoup développé, comme tu viens de dire, ces derniers temps. Et là, de ce que je comprends, l'administration a un peu perdu le contrôle puis les infrastructures ne suivent pas. Fait que tu te dis, bon, là, il y a un problème, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait un gel, on empêche la construction pour un temps X. Mais de l'autre bord, ben, c'est Exact. ça, on vient de crisser une amende parce que tu as un terrain vacant que tu ne pourrais pas exploiter de toute façon parce que on se mord la queue finalement. C'est comme le chien qui se court après finalement. Là, Absolument. Fait que, Dans c'est la, ça. dans la catégorie mauvais coup, Ouais. j'ai nommé Valérie Plante.
Ben oui, c'est ça. Peut-être juste avant expliquer, c'est ça. Mention des honorables, c'est que c'était pas aussi mauvais que le mauvais coup, mais ça méritait une mention. Fait que là, maintenant que c'est fait, ben là, c'est ça, on arrive dans le mauvais coup. Valérie Plante, ben écoutez, par où commencer? C'est la bonne nouvelle, c'est qu'elle a dit que. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a dit qu'elle ne se représenterait pas, donc youpi. Maintenant, à date, je surveille un peu c'est qui dans son parti qui s'est. Puis c'est son parti à elle. Fait que c'est pas surprenant, que c'est pas du monde. Ce ne sera pas un grand changement à date dans les. Peu importe qui se ferait élire dans cette gang-là, du moins parmi les noms annoncés maintenant, qui pourrait se faire. La personne qui pourrait se faire élire à sa succession, attendez-vous pas à ce que Montréal, ça devienne le fun du jour au lendemain, parce que c'est que. Ouais, les noms qu'on entend, c'est pas bien belle fun. Là. Gabriel Nadeau-Dubois, Mélanie Joly. Il y a beaucoup de rumeurs là-dedans. Oui, Il n'y a mais rien je qui est pensais même pas à officiel. ces noms-là. Je pensais juste aux Ouais. noms de les maires d'arrondissement qui sont annoncés ou des gens de Projet Montréal, des gens de, comme il y en a un, c'est ancien président du parti. J'ai pas, des gens que je ne connais pas particulièrement, que je n'ai pas d'opinion particulière, sauf que tu regardes un peu ce qu'ils se disent sur eux autres, c'est quoi leurs propos, tu te dis, ouais, c'est pas, attendez-vous pas à ce que Montréal, du jour au lendemain, ça devienne être le fun, puis que ça soit bien déneigé, puis que les nids de poules soient patchés. C'est pas ça. Mais tu te dis, bon, mettons qu'on met ça de côté. Tu dis, ben, c'est parce que. Mais je pense que l'événement marquant, c'est vraiment l'histoire du Grand Prix. Là. Comment cette fois, c'est quand même un événement de rayonnement international pour Montréal, de comment on a eu l'air fou à l'international, de comment c'était gênant. Juste pour dire aux gens, ça revient à l'histoire de la terrasse il y avait ça, entre au autres. Café Pereira, mais pas que, là, où en pleine fin de semaine de Grand Prix, qui est la plus grosse fin de semaine de l'année, j'allais dire la Stasi, là, mais c'est quasiment ça, là, des terrasses est passé pour mesurer avec des galons à mesurer, voir si la terrasse était-tu 6 pouces trop proche ou pas assez proche de la rue. Il faut comme vérifier là, si c'est correct. Et là, finalement, on a fermé un restaurant, en fait, des restaurants. Il y a eu plusieurs événements. Il y avait une histoire aussi avec des gens qui avaient des cabanes de bois là, qui faisaient un genre de marché. C'était pas un marché de Noël, c'était un marché estival. Mais eux aussi, on est allé essayer de démanteler les cabanes. Mais, mais c'est drôle que là, ça me fait réaliser à quel point ton choix, tu as raison de prendre ce choix-là, parce que j'étais sûr que c'était pas cet événement-là que tu allais me renoter. Quand tu as dit Valérie Plante, j'ai dit, je pense que ce qui va me sortir, c'est la décision délirante de la ville suite aux inondations de cet été d'interdire la construction d'aménagement des sous-sols à Montréal. Ben là, c'est une orientation qui est prise. Ça n'a pas encore été tout à fait fait, si je comprends bien. Mais tu te dis, là, ils sont complètement sautés. Dans une ville où est-ce que tu as la fameuse crise du logement, qui est aussi beaucoup une crise qu'on a auto-créée, finalement. Pierre Poilievre en parle. Ben, c'est pas le premier à en parler, mais l'histoire, vous n'aviez parlé au podcast, les 25 000 logements que Valérie Plante a empêché de construire, toutes sortes de normes contradictoires. Tu te dis, ben, il faut densifier, mais en même temps, il ne faut pas que la tour soit plus haute que temps, parce que sinon, ben là, ça fait trop d'ombre ou ça défait le paysage. Il y a toujours de quoi, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça, on pourrait en prendre bien des exemples, mais tu sais, je voulais finir aussi sur le Grand Prix. Ça, tu avais l'histoire des terrasses, mais tu avais également l'histoire aussi de, tu sais, les gens qui se sont fait dire par la police, la journée de qualification, je pense, du vendredi, parce que la Formule 1, c'est la course, c'est le dimanche, mais le vendredi, samedi, tu as des trucs. Le vendredi, les gens qui se sont fait dire, dont Jeff Fillion, je me rappelle bien, qui était allé, tu sais, que tu sors du métro, puis tu te fais dire par la police, non, c'est annulé à cause de la pluie, revenez demain, puis c'était pas vrai pantoute. Là, tu te dis, voyons, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là, tu sais? De quoi ça a l'air à l'international. Puis en plus, moi, pour avoir été cette fin de semaine-là à Montréal, ben, on comprend que c'est pas facile de circuler quand il y a un gros événement international comme ça c'est tel que tel, mais les cônes oranges partout, puis c'était sale, c'est sale. Puis moi, je vais au moins une fois par semaine au centre-ville de Montréal, puis j'ai déjà parlé par le passé, depuis le centre-ville de Montréal post-pandémique, c'est une catastrophe. Vraiment... Écoute, la liste, on pourrait faire une liste pour vrai de au moins 10 événements marquants. Tu sais, regarde, j'en rajoute quelques-uns sur le fly. L'occupation des campus par la gang de pro-Palestine virée sur le top, qui a été une honte pendant des semaines. Tu sais, à un moment donné, vous occupez un terrain là, illégalement, c'était rendu campé là-dessus, les masques, puis l'intimidation, puis tout. Ça, il passait 10 pieds par-dessus la tête. On a eu l'histoire des gens qui sont montés sur le pont, menacés de se crisser en bas. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot non plus. Il y a des rumeurs comme quoi qu'il était au chalet cette journée-là. On ne sait pas si c'est vrai, mais ça n'a jamais été démenti. Après ça, il y a eu plusieurs séries de manifestations avec de la casse, dont la dernière, la manifestation contre l'OTAN, si je ne me trompe pas. Ouais. Il y a des gens qui brisaient des vitres dans le centre-ville de Montréal
semble-t-il que ça ne nécessitait pas non plus une grosse réaction. En fait, la seule affaire qui l'a fait réagir dans toute l'année, c'est se faire traiter d'incompétente par Pierre Poilievre. Ça l'a bien, bien dérangé. Mais pour le reste, ça n'a pas l'air à l'avoir dérangé beaucoup. Non. Passons au positif. Oui. Le bon coup de l'année. Oui. Ça, je pense que je vais en surprendre plusieurs. J'y vais avec Yvon Dehaye. Qui est Yvon Dehaye? Ben, c'est le fameux maire de Louisville. Monsieur, faut abattre la dinde avec un bat de baseball. Ben oui, regarde, on se met un petit bout de Oui. ce succès souvenir-là. Le dindon noir de Louisville. Ben voilà, le Oui. maire de Louisville qui avait donné un ultimatum hier au ministère de la Faune jusqu'à minuit de lui donner un coup de fil pour pouvoir s'occuper eux-mêmes de la bête. Ça n'a pas été respecté, donc M. Dehaye, bien, vos menaces ont été menées à exécution. Là. Ben écoutez, est-ce que je suis heureux? Non, parce qu'on aurait aimé que la Faune s'en occupe. Mais si personne, j'ai pas eu d'appel de personne, puis moi, j'ai considéré ça quand les gens se font attaquer. Et quand on me dit que c'est pas dangereux, peu importe pas dangereux, quand on se fait attaquer, surtout mes citoyens, ça passe pas. Alors, voyez-vous, ce matin, la personne qui a tiré en passant, ça a été tiré comme dans le temps de David et Goliath, correct? Donc, Au lance-pierre, là. au lance-pierre, seulement c'est des billes spéciales, là. Alors, ça a été 2 billes à la tête, c'est fini, il n'a pas souffert en passant. Puis ça, c'est gardé, là. Regardez, il m'a apporté parce que je les voulais. Regardez les griffes. Les griffes, quand on me dit que c'est pas dangereux, c'est pas grave. Regardez les griffes que ça a là. Là, j'enlève pas, il est plein de sang. Les griffes que ça a là, puis là, c'est pas un vieux. C'est petit, il est quand même jeune parce qu'il y en aura d'autres qui a poussé là. Alors, voyez-vous, moi, il fallait que je bouge comme maire de la ville. Puis je dis toujours, un capitaine ne quitte pas son bateau, hein. Mais moi, je quitte pas la ville. Oui, allez, madame, excusez-moi. Donc, c'est Yvon Dehaye, Oui. maire de Louisville. Oui, Et c'est pas oui. la première fois qu'il fait parler de lui pour des Non, trucs en effet. un peu spectaculaires. Mais qu'on l'aime ou pas, honnêtement, c'est un gars qui a l'air très proche de sa C'est population. ça. Tu sais, parce que c'est pas. Je l'ai pas mis là en tant que tel à cause de l'épisode de la dinde. C'est sûr que ça fait sourire, mais c'est parce que, tu sais, de par son discours, tu vois, c'est un monsieur, on sent l'authenticité, on sent qu'il est là pour ses citoyens. Tu sais, quand on dit des politiciens qui sont là pour les bonnes raisons, puis bon, son sens de l'initiative aussi, tu dis, bon, l'histoire de la dinde, tu dis, ben, il y avait un problème. La faune, ça leur prenait du temps, ça servirait de bord, puis bon, il a décidé il a pris le problème de front, c'est le cas de le dire. Maintenant, ben, qui disent, tirer une dinde dans un milieu urbain, c'est dangereux. Écoutez, bon, manifestement, la personne qui a abattu la dinde savait ce qu'elle faisait et tout, est allée avec, de façon humaine, si on a encore les propos du maire, la bête n'a pas souffert, etc. Puis c'est vrai qu'une dinde, c'est ça. Juste tantôt, avant de me connecter, je regardais là, en finissant de dîner sur Reddit, tu avais une vidéo à Montréal là, de quelqu'un qui se fait attaquer par une dinde. Là, tu vois, fait que oui, effectivement, des fois, des dindes. Où est-ce que j'habite maintenant, tu en as des dindes qui se promènent, sont sympathiques, mais je me dis c'est comme n'importe quoi. Des fois, bon, ils sont pas de bonne humeur, puis ils viennent vers toi. Ben là, il y a une dinde qui se promène dans ta ville, qui écœure les citoyens, il faut que tu fasses de quoi, tu sais. Mais si on met cet épisode-là de côté, il y a un autre événement que je voulais souligner aussi, c'est que dans les dernières semaines, les médias sont retournés le voir suite à l'élection de Donald Trump. Puis lui, contrairement à d'autres politiciens, style François Legault, du genre j'ai eu la COVID, puis là, il faut que je gère Donald Trump. Là. Ben, tu sais, lui, il a dit écoutez, le parcours de Donald Trump, moi, je le trouve, je ne sais plus c'est quoi le terme qu'il avait employé, là, inspirant, ou en tout cas, tu sais, bref. D'un, tu te dis bon, je pense pas que Donald Trump, ça vienne aux échos à ses oreilles, ce que le maire de Louisville a bien pu dire sur lui, mais quand même. Ça fait du bien de voir qu'on aime Trump ou pas, de voir un élu, quelqu'un qui occupe une charge publique, qui a compris de dire d'aller planter le président de la première puissance mondiale, puis notre voisin, principal partenaire commercial à la TV ou à la radio, peu importe. Peut-être pas le move le plus intelligent à faire. T'sais. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent à faire. On passe au niveau provincial, on monte d'un cran. Mention déshonorable, ça, c'est un bon choix qui, je pense, quand même fera l'unanimité. Haroun Boisy de Québec solidaire qui s'est déconsidéré pour une autre année supplémentaire pour toutes sortes d'affaires. Hein. Le boycott des vins à SAQ, des vins israéliens à SAQ, toutes sortes de projets de loi fuckés où il y en a un, il voulait instrumentaliser la caisse de dépôt pour les forcer à faire des placements en des affaires vertes. Puis bref. Je ne sais pas pourquoi tu l'as retenu exactement, mais toutes les raisons sont bonnes. Ben effectivement, toutes les raisons sont bonnes. Lui, c'est vraiment un parcours vraiment déshonorant là, comme député dans la dernière année. C'est un peu désolant de voir que cette personne-là a été élue à l'Assemblée nationale. Mais bon,
ses citoyens ont voté pour lui dans sa circonscription. Fait que c'est correct, puis c'est ça que c'est. Mais ben, tu sais, c'est ça, parmi les événements que tu as nommés, tu sais, justement, la fois qu'il avait dit que la SAQ soutenait un régime génocidaire et fasciste, je sais pas trop. Je pense qu'il avait dit génocidaire et fasciste, c'est quelque chose de complètement fou comme ça. Là, il avait dit la fachosphère et supporte la SAQ, ou je sais pas trop. Ouais, c'est encore des références aux fascistes. C'est encore une fois vider les mots de leur sens et tout, mais non, ben moi, ce qui a été la goutte, finalement, c'est quand il a sorti la carte du racisme. Il a dit « Ah, il y a du racisme envers moi à l'Assemblée nationale. » Non, ça, j'ai fait ça, c'est vraiment parce que tu es à court d'arguments et tu es à court de moyens pour faire parler de toi. Là, tout le temps. C'est tout le temps le cas de la victimisation. Le mauvais coup, j'ai nommé Christian Dubé. Une des plus grandes, moi, j'ai pas de déception parce que j'avais jamais été bien impressionné par ce monsieur-là, à part faire un tableau interactif avec des données, ça là-dessus, faut y donner, mais pour le reste, écoute, ça a commencé avec les colonnes du temple vont shaker, puis ça a fini par le temple m'a shaké. Oui, en effet. C'est un autre individu de ces centralisateurs. Là, quand ça va être rendu public, le trio économique sur Jean-Luc Miguet, là, vous irez écouter Jean-Luc Miguet qui sort son livre en 99, puis là, qui nous parle justement de la lubie là, du méga planificateur central, puis qu'on crée des super structures. 25 ans après, on a Christian Dubé, qui est quand même un type issu du secteur privé, qui a connu beaucoup de succès, qui a fait de l'argent, ce que vous voulez. Tu te dis, je pense pas qu'il avait de son argent, puis il y a eu des succès en affaires seulement en rachetant des structures par-dessus des structures. Mais bon, là, on a ce monsieur-là qui nous arrive avec l'Agence de santé Québec. On ne sait pas trop à quoi ça sert, à part permettre au ministre de se dédouaner quand il y a quelque chose qui va aller mal puis qui va sortir dans les médias. T'sais. Ça fait un bon bouc émissaire pour lui, bien content pour lui, sauf que c'est pas gratuit, ça, là. Puis en quoi ça vient aider le citoyen qui attend dans les salles d'urgence, ça reste à voir, là. Mais au-delà de ça, c'est vraiment parce que, ils sont tellement mauvais là, à l'Assemblée nationale. Pourquoi j'ai choisi lui plus qu'un autre? C'est parce que j'ai décidé d'y aller avec finalement de souligner sa tendance très autoritaire par rapport à son fameux projet de loi pour forcer les jeunes médecins à travailler 5 ans dans le public, là, plutôt qu'à d'attaquer les problèmes de fond, par exemple, qui est de dire, si on trouve que les médecins ne payent pas assez cher pour leur formation, il y aurait peut-être un moyen de revoir finalement le financement des études universitaires, des études supérieures, mais ça, évidemment, ça prendrait une chaudière à courage, comme dirait M. Legault, qui n'est pas vide. C'est bien plus facile. C'est toujours ça, au Québec. C'est beaucoup plus facile de décourager que d'encourager, finalement. Le bâton au lieu de la carotte ou juste complètement autre chose qui ferait plus de sens. Je trouve ça... c'est un monsieur, là, on l'a vu pendant la COVID. Bon, c'est pas le seul là, qui a été saucé, là, puis il n'y a pas juste au Québec, qui a eu pas mal de sauces pendant la COVID, mais moi, je me rappelle dans le temps, ça m'avait inquiété. Puis à un moment donné, la perspective est revenue, puis la vie normale aussi, mais il avait dit à un moment donné, il dit « Ah, je ne sais pas si on va laisser notre masque de côté un jour, je pense qu'on va toujours avoir le masque avec nous dans les événements, dans le métro, whatever. » Bon, évidemment, ça n'a pas 2-3 mois après, ça a pogné le bar. Hein. Sauf que, mettons qu'on met ça de côté, c'était juste pour souligner comment, c'est ça, ce type-là... Encore une fois, je fait une autre allusion à la pandémie, tu avais des médecins sur Twitter qui disaient jusqu'à quel point c'était le même ministre de la Santé qu'il n'y avait jamais eu, là, qu'on n'avait jamais eu au Québec. Sacrément. Non. C'est un type qui... C'est un type qui n'est pas à sa place, là, manifestement. Il est dépassé. Puis je ne te dis pas que c'est facile à la ministre de la Santé, loin de là. On sait que c'est un ministère casse-gueule. Sauf que ses solutions, c'est bam, le bâton. Puis... Ah oui, carrément. Mais quelle déception, faites tout le contraire de ce qu'il avait dit. Plus de privés en santé, il arrive, il barre les agences, il interdit aux médecins qui sortent de l'école d'aller pratiquer où ce qu'ils veulent. C'est que des interdictions de la réglementite, de la structure. Santé Québec qui est une patente qu'on finalement, on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Ils ont voulu comme calquer... Parce que dans le fond, il y a le thinking en arrière de ça, puis je vais passer à la prochaine nominée après, là, mais le thinking en arrière de ça, c'est de dire, mettons aux États-Unis ou dans les républiques, le gouvernement nomme des gens responsables de certains secteurs qui ne sont pas des élus, puis maintenant, t'es dégommes s'ils ne font pas le job. L'idée de créer des agences, c'est un peu celle-là. Mais là, ils ont dédoublé le truc. Moi, tant qu'à moi, c'est soit l'agence, soit le ministère. Pas les deux. Mais non. Là, on fait les deux, on dédouble les responsabilités, puis on ne sait plus qui est responsable de quoi. Donc, plus de structure, plus de cadres supérieurs en fonction publique. C'est du n'importe quoi. Justement, tant qu'être dans la santé, c'est ton prochain bon coup. Ça va tomber un peu peut-être
comme une surprise. Oui. Et dans la section provinciale, le bon coup, en fait, cette année, Dr Karim El Ayoumi. Ben oui, je pense que ça va en surprendre plusieurs, possiblement même le principal intéressé. Je ne sais pas si c'est un auditeur de l'édito ou le Yann et Frank, j'imagine qu'il l'écoute. Je sais qu'il l'écoute de temps en temps, l'édito, je ne le sais pas. Mais pourquoi j'ai décidé de prendre Karim, c'est que, bon, je le disais tantôt, c'était vraiment pas facile de trouver un bon coup pour le provincial, à tel point que quand je t'avais envoyé mes nominations par courriel la semaine dernière, j'avais même oublié de t'envoyer la catégorie provinciale. Il fallait que je t'envoie un courriel parce que c'était tellement pas d'essayer de trouver quelqu'un qui avait de l'allure à l'Assemblée nationale. J'aurais pu prendre, même s'il n'est pas. Quand je dis Assemblée nationale, c'est disons sur la scène provinciale, il s'agit d'un élu ou pas. J'aurais pu prendre. L'an dernier, je pense que j'avais pris PSPP, puis comme mention honorable, Éric Duhem. J'aurais peut-être pu encore aller jouer là-dedans cette année, plus spécifiquement au niveau d'Éric Duhem, mais si j'allais plus avec quelqu'un que même si. C'est pour ça que je me dis ça peut-être le surprendre, parce que c'est sûr que lui, d'abord et avant tout, c'est un médecin, quelqu'un qui pratique, quelqu'un qui travaille fort. Maintenant, n'empêche que moi, personnellement, au niveau d'implication qu'il y a, je veux dire, président de la commission politique d'un parti important sur la scène québécoise, je sais que Patrick Derry ne serait pas d'accord avec moi. C'était un peu pour ça qu'il m'avait bloqué dans le temps sur Facebook, parce que je me souvenais avec que le PCQ, c'était pas un parti négationniste, c'était bel et bien un parti d'envergure au Québec en 2022. Je juste dire un enfant de même, pour vrai. Oui, ça, il m'avait bloqué. Tant qu'à moi, était disqualifié déjà d'emblée. Oui, non. En effet. Parti négationniste. C'est comme l'autre avec ses histoires de fascistes, puis de fachosphère. Non, maintenant, ça va être beau, là, les anathèmes débiles. Là. Non, c'est ça, mais tu sais, quand tu es rendu, quand tu occupes une fonction en politique comme celle de Karim, quelque part, je considère que tu es ce qu'on appellerait un politicos. Moi aussi, je l'ai été à une certaine époque, dans le fond, de par mon niveau d'implication, même si j'étais loin d'être le boss d'un grand parti politique au Québec, mais ça, maintenant, tu atteins un certain niveau d'implication que tu dis, pas à temps plein, mais au moins à temps partiel, d'une certaine manière. Parce que ça, j'ai décidé de retenir Karim, parce que justement, c'est que ça, avec Joey, il l'a fait tout au long de l'année. Puis, dans le cadre de son implication politique aussi, de prendre le temps de bien expliquer, de vulgariser, de ne pas prendre ses interlocuteurs et ses auditeurs comme des imbéciles, vraiment de faire un effort de pédagogie, puis également de faire preuve de mesure. Lui, il disait souvent, il disait, ça pourrait peut-être être bon d'adopter, par exemple, un système de santé tel que celui des États-Unis, mais les Québécois ne sont pas là. Oubliez ça, fait qu'on ne perdra pas de temps là-dessus. On va plutôt regarder ce qui se fait en Europe. C'est que tu as comme un genre d'hybride avec du public puis du privé. Ça, pour moi, je trouve que ça démontre beaucoup de maturité politique, finalement, de dire, c'est sûr que tu peux avoir le mieux en absolu dans un monde idéal, mais même année, tu es dans la vraie vie, fait que c'est quoi les gains réels que tu peux faire? Je sais qu'il y en a qui seraient très critiques du discours que je viens d'avoir, qui sont vraiment c'est tout ou rien. Même maintenant, tu te dis, là, c'est parce que tu n'as rien qu'une vie à vivre. Fait que, tu vas-tu rester dans ton coin seul avec ta petite gamme jusqu'à la fin des temps puis espérer. Un peu le même débat, un peu la même position que Sylvain Charlebois nous avait partagé dans le trio, que tu sens qu'au fond de lui, ça a l'air d'être quelqu'un qui abolirait entièrement la gestion de l'offre, mais dit comme c'est un peu une religion au Canada, les gens y tiennent, les agriculteurs y tiennent, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Et voici des solutions, en tout cas, qui pourraient peut-être aider. Fait que, écoute, on le salue, Karim. S'il écoute, c'est ça, je tenais à souligner, justement, que le gars, c'est une bonne tête. Le gars était déjà débordé comme médecin. Il prend son temps pour essayer d'améliorer les choses. Je trouvais que ça méritait d'être souligné. Oui. On arrive au niveau national. Oui. Mention déshonorable, et je suis totalement d'accord, à Jack Metzing, chef du NPD. Oui. Je pense que c'était pas mal. Je suis allé vérifier. Il me semble que l'an passé, c'était les mêmes noms que j'avais mis pour le national, parce que finalement, il n'y a pas eu grand-chose qui a changé à cet égard-là dans la dernière année, si ce n'est que ça continue de s'empirer. C'est que, tu vois, Jack Meat avec son histoire de coalition, pas de coalition, ça revient un peu à ça en réalité. Ça revient à ça, finalement. C'est une forme de gouvernement de coalition, mais pas assez bon pour avoir du monde de sa gang et ou lui-même qui se font nommer au cabinet, pas assez bright pour avoir négocié ça ou pas avoir eu assez de talent pour y arriver. Fait que tu dis, c'est comme, on n'a plus le gouvernement Trudeau pour aller chercher des gains. Puis, je veux dire, ces gains-là, d'un, pour les citoyens canadiens, je veux dire, au niveau des finances publiques, c'est certainement pas quelque chose qui vont aider. C'est l'histoire de l'espèce de régime dentaire canadien ou les autres dépenses qu'il va amener pour encore plus de chèques, encore plus de ci, encore plus de ça. Tu dis, bon, ça aide certainement pas les finances publiques, mais non seulement ça, mais en plus, même auprès de sa base, le NPD, ça va pas super bien, là, dans les sondages, en termes de projection de siège. Fait que tu dis, le gars, qu'est-ce qui a amené à son parti finalement? Puis là, c'est l'espèce de valse hésitation de comme
ben là, oui, on est prêt à. Justin Trudeau devrait démissionner, toutes les options sont ouvertes, mais il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt à voter contre le gouvernement. Tu sais, il a eu l'occasion de le faire cet automne. Il avait dit que là, ben, je déchire l'entente que j'ai avec Justin Trudeau et les libéraux, mais il a quand même voté pour les maintenir au gouvernement quand l'occasion s'est présentée quelques semaines plus tard. Je veux dire, ce gars-là, c'est très, 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 très faible. Par ailleurs, tu sais, moi, je le dis, j'ai pas de problème avec que quelqu'un fasse de l'argent dans la vie. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un. Sauf que d'un autre côté, quand tu as un discours comme lui, il a, puis de se promener en Maserati, puis sa Rolex, puis la patente, puis tout, puis de critiquer. Moi, là, il pourrait même être dans un parti de gauche, puis avoir ces biens-là, j'aurais pas de problème. Mais c'est moi, quand ils sortent les lignes sur comme la greedflation, puis c'est les riches, puis les méga riches qui sont la source de tous vos maux, je suis comme, mais non, arrête. Là, il a de l'air assez greedy dans sa vie personnelle. C'est le moins qu'on puisse arrêter, dire. Là. Non, c'est ça. Mention, ben en fait, le mauvais coup, c'est quasiment destiné à lui aussi, parce que c'est maintenant son alter ego. Et j'ai nommé le premier ministre. Je ne sais même pas s'il est encore premier ministre au moment où les gens vont écouter ça. C'est ça qu'on ne sait pas, en fait. Là. Mais en date du 17 décembre à 14h30, il l'est toujours, Justin Trudeau. Oui, exact. Ben c'est ça. Effectivement, ça se peut comment si vous écoutiez, il n'est plus là. Est-ce qu'il va nous avoir fait un beau cadeau de Noël puis de sacrer le camp avant le 25 décembre? Ça, je ne sais pas. Mais non, écoutez, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je veux dire, Justin Trudeau, je regardais encore avant d'enregistrer tout à l'heure la couverture internationale qu'on fait de lui là, suite aux stunts de Chrystia Freeland de démissionner de ses fonctions de vice-premier ministre et de ministre des Finances la journée qu'elle devait présenter son énoncé, sa mise à jour économique. Je veux dire, ce gars-là, depuis que le Canada est sous sa direction, ben on le sait, le niveau de vie des Canadiens en termes relatifs per capita a diminué si on se compare aux voisins américains. Principal partenaire commercial, encore une fois, que ça a augmenté de quasiment 20%. Je veux dire, on sent qu'on est dans le dernier retranchement, on y va dans le wokisme, dans des politiques qui sont de plus en plus éloignées des Canadiens. On n'a aucun souci de l'équilibre budgétaire. On s'éparpille à l'international aussi. C'est un leadership qui, ben en fait, c'est ce qu'elle, j'allais dire un leadership faible, mais c'est même pas ça. Il n'y a pas de leadership actuellement. Le Canada erre vraiment sous Justin Trudeau, puis le Moses, il s'accroche, son expression comme un morpion sur une couille. Là. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça va prendre? Et en plus, on dirait qu'il y a ce qui est le plus grave, je trouve, c'est l'absence dans ce parti-là de stratégie ou même il y a une absence de contrôle sur leur propre agenda qui les empêche même de faire de pivoter vers d'autres stratégies. Ce qu'ils nous ont dit plusieurs fois qu'ils allaient faire. Rappelez-vous l'histoire du lac à l'épaule à l'île aux patates, là, où Kane Beck s'était allé les espionner, puis il y avait Dominique Leblanc qui fumait des barreaux de chaises. Cet épisode-là, on en a eu plusieurs, des retraites libérales, puis des congrès dans des chalets, puis à chaque fois, on nous a dit... Là, c'est pour faire se recentrer sur les priorités des Canadiens. À chaque fois, on nous a vendu la salade que là, il allait ressortir de ce congrès-là uni et on allait se reconcentrer sur des priorités des Canadiens. Ça n'a jamais, jamais fonctionné. Ces trucs-là. Et une des raisons, à mon avis, c'est le fait que Justin Trudeau, et c'est jamais arrivé, je pense, de notre histoire récente, a conservé le même entourage depuis 2015. C'est encore sa même chef de cabinet qui est là. T'sais, Harper, je pense qu'il a changé 3-4 fois de chef de cabinet. Chrétien aussi a changé minimum 2 fois. Normalement, quand tu es un dirigeant, tu es au pouvoir pendant longtemps, à un moment donné, tu dois faire de l'air autour de toi. Là. Ben oui. Surtout quand ça se met à mal aller. Parce qu'à un moment donné, ça va mal. Peut-être que tu es mal conseillé. Si tu es mal conseillé, c'est le temps de faire... C'est un peu comme un club de hockey. Maintenant, l'équipe perd tout le temps. Tu te dis, ben, je vais changer le GM, je vais changer le coach, je vais amener un vent, quelqu'un qui arrive avec une nouvelle perspective. Je vais prendre un ancien, je vais le ramener, je vais prendre quelqu'un qui était là, je vais l'enlever. Eux, ils sont toujours avec le même monde et il n'y a que des gens qui désertent, en fait, mais il n'y a pas de vent d'air frais qui arrive. Et ça, je pense, c'est les clous dans le cercueil, au final. Là. Oui, puis tu fais bien de parler de son entourage, parce que moi, j'en jasais d'ailleurs avec quelqu'un hier. Tu sais, on en a connu, cette personne-là et moi, avec qui je jasais. On a connu des gens, je l'ai déjà dit précédemment, dans les staffers fédéraux, tu as quand même un certain nombre d'anciens jeunes libéraux provinciaux du Québec. Puis, tu sais, c'est du monde là-dedans. Je veux dire, je nommerai pas de nom, évidemment. Le but, c'est pas de casser du sucre sur leur dos. Tu as du monde là-dedans qui sont bien le fun, sont bien sympathiques, mais
comment dire ça? C'est pas les gars avec le plus grand contenu, disons, tu sais. Tu as du monde qui sont là quasiment depuis les débuts, qui sont là pour la game, puis bon, j'imagine qu'ils se font du fun, puis c'est le fun. Tu es dans l'avion du premier ministre, tu voyages, nanana. Mais tu sais, il y a des événements qui sont arrivés il y a plusieurs années, comme la fameuse histoire du voyage en Inde, puis des costumes. J'ai une bonne idée de c'était qui était derrière ça. Puis quand c'est sorti, je me suis dit, bon, ben, check chose que tu vas avoir encore un de ces éclairs de génie. Là, ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Malheureusement. Mais je pense que par la force des choses, il y a du ménage qui va se faire, puisque mec qui perd le pouvoir, ben, il y a une gang qui vont sauter, moins d'élus, moins de budget, etc. Mais non, c'est désolant. C'est là que tu te dis, est-ce qu'il sert vraiment l'intérêt des Canadiens, Justin Trudeau, actuellement aussi? En fait, des fois, quand tu es tellement pris dans quelque chose, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai des gens qui m'ont raconté ça. Tu sais, quand tu es dans une job que tu n'aimes pas, ça fait des années que tu es là-dedans, tu veux partir, mais tu veux veux pas partir en même temps parce que tu n'es pas capable de voir autre chose. Là. Je me demande si c'est pas un peu dans ce genre de dilemme-là que Justin Trudeau est en ce moment, parce que le gars ne doit pas avoir de fun. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est là pourquoi? Est-ce qu'il peut, à ce stade, il est certainement là, pas là pour son legacy, pour assurer pour que son nom passe à la postérité de l'histoire canadienne. Je veux dire, ça, c'est une catastrophe. Ben là, pour l'instant, pour l'instant, il va être reconnu comme le gars qui a ruiné le pays. Là. Ben, c'est ça. Finalement. Puis il n'y a pas un premier ministre provincial qui l'aime, même les libéraux. Il va avoir amené la plus grosse majorité conservatrice depuis Mulroney, là, suite à son départ. Là, je veux dire, c'est ça. Tu dis, est-ce qu'il y a du fun en ce moment, Jean doute fort? Est-ce qu'il est là pour servir les intérêts des Canadiens? Je veux dire, il est là pour quoi? Ben, je pense qu'il est juste à un moment donné, tu es pris là-dedans. Puis... il est collé, comme on dit, il est collé au fond de la panne. Ouais. Ce qui nous amène au bon coup sur la scène nationale de l'année, ben sans surprise, c'est Pierre Poilievre. Écoute, ils ont réussi à virer de bord 2 ou 3 comtés qui étaient dans des partiels, dont entre autres Toronto Saint Paul, qui est un château fort libéral, qui ont réussi à faire tomber. Il y a un autre comté qui, hier, en date, comme je disais, de quand on enregistre, qui a été gagné avec un score qui est démentiel, là, quasiment 70% des gens qui ont voté conservateur dans un comté qui était tenu par un libéral qui a démissionné. Bon, il y a d'autres affaires. Puis Pierre Poilievre, ben, bon an, mal an, tout le monde avait prédit que ça allait s'effondrer. Ben, pas s'effondrer, mais atteindre un plateau puis finalement redescendre. Et comme le faisait remarquer Marc-André Leclerc, je pense qu'on est rendu à pas loin de 200 sondages consécutifs où il y a entre 15 et 25% d'avance sur leurs principaux rivaux qui sont encore les libéraux. Oui, dans le Canada, pour avoir une recette qui marche, là, parce que rappelle-toi le texte de Chantal Trudeau qui disait Pierre Poilievre gaspille ses chances de devenir premier ministre. D'après moi, il n'a pas gaspillé grand-chose. Là. Non, ben en fait, c'est pour ça que je l'ai mis numéro 1. C'est que, comme tu dis, il n'a pas gaspillé grand-chose. Que le gars, ça fait au-dessus d'un an maintenant qu'il est premier dans les sondages. Puis, je veux dire, il aurait pu ruiner ça. Il aurait pu dire une niaiserie. Il aurait pu faire une niaiserie. Il aurait pu de quoi qu'il aurait pu sortir. Non, il se maintient. Puis, il réussit malgré tout à faire des gains. Je veux dire, dans le Canada anglais, les sondages, là, ça frôle le 50% d'appui. Là, je veux dire, c'est extraordinaire dans un système comme le nôtre, avec autant de partis politiques présentement aussi. Je veux dire, non, ça méritait d'être souligné. Écoutez, on verra qu'est-ce que ça va donner comme premier ministre. Ce que j'aime aussi, c'est que là, dernièrement, je trouve qu'il se commet un peu plus sur les politiques, sur davantage de sujets. Au lieu des phrases, c'est build a home puis axe de taxe, qui déjà en soi, pour moi, entendre ça fait pas mal mon affaire. C'est de ça qu'on a besoin présentement. Mais tu dis non, il réussit à se maintenir et même à progresser, alors que, tu sais, on se dit, il est tellement haut, il peut juste descendre finalement. Mais non, il est capable de conserver ses gains et même de faire certains acquis supplémentaires. C'est sûr, c'est sûr que Justin Trudeau et Jack Meeting light. Ses adversaires politiques sont tellement faibles qu'il ne fait qu'encore briller davantage par comparaison, mais n'empêche, il y a beaucoup de mérite qui est venu de ne pas avoir scrappé à patente déjà. T'sais. Carrément. On passe au niveau international. Oui. On commence avec la mention déshonorable. Peut-être juste avant d'y aller au niveau des mentions déshonorables et des mauvais coups internationaux, je veux juste vous dire, je ne sais plus si on avait fait cette mise en garde-là l'an passé, mais on n'a pas nommé de dictateur ou de tout croche, de dirigeant. Donc, on aurait pu, il y en a tellement. Est-ce qu'on va nommer Al-Assad, Poutine, Xi Jinping? On pourrait en nommer. Le gars bizarre au Turkménistan, les 2 généraux louches en Éthiopie qui se font la guerre civile. Je veux dire, qu'une fois que tu as nommé un de ces gars-là, pourquoi un plus qu'un autre, tu y vas dessus? C'est quoi tes données que tu penses? Celui qui a tué le plus de monde? Puis une fois que tu as dit ça,
il n'y a plus grand-chose à dire, On est, finalement. on est resté dans le monde occidental, on va dire ça de Ouais, même, oui, c'est ça. avec des endroits où les gens ont le droit de vote. On va Ouais, dire c'est ça de même. ça. Ouais, Parce que exactement. pour le reste des autres endroits, tu sais, à un moment donné, ça devient un concours de débiles, finalement. Là. Ben, c'est ça, ça apporte pas Euh, grand-chose à la discussion, là, donc, effectivement, là. dans la section, en fait, la mention déshonorable, je lui laisserai la parole elle-même. I just Oui. have to remind you, don't you ever let anybody take your power from you. You have the same power that you did before November 5th. And you have the same purpose that you did. And you have the same ability to engage and inspire. So don't ever let anybody or any circumstance take your power from you. Je me demande s'il y a du monde qui ont écouté ça chez eux, c'est qu'en fait, hey, c'est bon ce qu'elle dit. Ben, moi, ce que j'en reviens pas, j'en reviens pas, moi, que son équipe qui est autour d'elle lui a dit hey, c'est parfait, on met ça en ligne. Ouais. Puis la vidéo, elle dure presque 10 minutes et c'est comme ça tout le long. Elle, qui a l'air un peu lendemain de brosse, en train de raconter n'importe quoi, ben, c'est du unburdened by what has been. En fait, elle est exactement ce qu'on voyait d'elle dans les petits clips qui circulaient sur Internet où elle est assise au bout d'une table. Là, hello, my pronouns are she, her, I'm wearing a blue suit. En fait, c'est incroyable parce que c'est quelqu'un qui, par des salades de mots incroyables et une absence de position claire sur la vaste majorité des enjeux. Et quand je dis ça, c'est pas parce qu'elle n'était pas claire sur ses statements qu'elle faisait, c'est juste que ce qu'elle disait en 2024 était différent des fois d'un mois, pour ne pas dire d'une semaine à l'autre, et ce qu'elle disait en 2020 était différent, ce qu'elle disait en 2016 était différent. Et je pense que ça a joué beaucoup contre elle. Là. Donc, je pense que c'est un bon choix parce que si on avait la catégorie le flop de l'année, ce serait probablement elle, en fait. Ben, c'est exactement. En fait, c'est pour ça que je l'ai mis là. C'est pas tant parce qu'elle a perdu la présidentielle. Je veux dire, tu as deux candidats qui se présentent à la présidence. Déjà, a priori, chacun part avec 50-50 en principe. Maintenant, ce qu'il va faire que tu vas gagner ou perdre, ben, c'est des facteurs qui sont propres à ton camp, ta campagne, etc. Comment ça va? Des fois, il y a des facteurs externes aussi. S'il y a une crise à l'étranger qui se passe ou un scandale qui sort que tu ne peux pas contrôler, qui n'a pas nécessairement rapport avec toi, mais qui entache ton image, celle de ton équipe, etc. Mais moi, c'est plus, tu te dis, écoute, cette madame-là, comment qu'elle a chié ça? Il n'y a pas d'autre manière de dire ça. Je veux dire, elle avait, premièrement, le financement qu'ils avaient. L'argent n'est pas garant de tout, évidemment, mais quand même, ça aide. Il y avait quand même un financement super à celui des Républicains. Absolument. Il y avait toute la classe médiatique derrière eux. Puis oui, les mainstream médias sont en déclin, mais je vais rajouter quelque chose là-dessus tantôt, mais il y avait quand même tout ça de leur bord. Il y avait, évidemment, déjà, il était au gouvernement. D'habitude, c'est comme, c'était pas l'incumbent, parce que techniquement, c'était Joe Biden qui avait le siège. Mais déjà, tu es dans une position favorisée quand, surtout que ça faisait juste un mandat et non deux que les démocrates étaient au pouvoir. Bon, fait que là, normalement, tu dis, bon, elle avait énormément de staff, une grosse équipe, un gros entourage. Tu dis, il ne peut pas en avoir des gens qui sont un temps soit peu meilleurs que ça là-dedans. Quoi qu'il faut dire, tu fais ce que tu peux avec la candidate ou le candidat que tu as aussi, en quelque part. Puis là, tu dis, bon, OK, il y avait Hollywood derrière eux, on l'a vu juste, une grande partie d'Hollywood, le monde musical, Taylor Swift, Megan Thee Stallion, etc. Oui, bon, il y en a que le support a possiblement été acquis avec des cachets importants là, pour venir à la convention démocrate, etc. Mais justement, c'est que là, tu dis, OK, il y avait les médias mainstream derrière eux, mais la campagne se jouait beaucoup aussi sur les nouveaux médias, les médias sociaux, les podcasts, etc. Tu dis oui, mais pas exclusivement. Tu avais quand même encore une classe, tu avais quand même encore des gens plus âgés, des gens qui sont moins, qui sont pas... C'est pas juste du monde qui était sur TikTok là, qui ont voté à la présidentielle. Fait que tu dis, malgré tout, elle n'a pas été capable de mieux performer que ça. Puis quand je dis performer, encore une fois, c'est même pas d'avoir gagné. C'est juste de ne pas avoir eu l'air aussi folle, finalement. Et ce, malgré justement qu'elle avait une grosse équipe en entourage. C'est sûr qu'il y avait des staffers plus jeunes là-dedans dans son équipe. Puis je ne peux pas croire qu'il n'y a pas eu du monde qui ont dit ou qui n'ont pas été assez brillants pour lui dire non, ce serait une bonne affaire qu'elle aille au podcast de Joe Rogan ou qu'encore qu'elle aille dans d'autres différents podcasts. Considérant qu'ils ont quand même eu la présence d'esprit d'aller chercher des plus jeunes célébrités, justement, Taylor Swift, Megan Thee Stallion. Tu as eu Megan Thee Stallion qui est allée twerker sur le stage à la convention démocrate. C'est ça que moi, ça me faisait rire quand le monde disait hey, c'est vraiment comme dans le film Idiocracy, ça, Hulk Hogan qui déchire son chandail sur le stage de la convention républicaine. Tu dis, ouais, mais Megan Thee Stallion qui se brasse là derrière. Beyoncé, Gretchen Whitmer, puis je sais plus trop quoi, là, c'est n'importe quoi, là.
Ah oui, c'est ça. Fait que tu te dis, mais quel ouais, c'est du accident de char. Eminem, tu sais, le truc avec Eminem, alors que le gars, tu sais, ben, t'as un pseudo-scandale pour ses paroles de chansons. Ah oui, les leçons d'Eminem. Tu sais, puis moi, Ah j'aime ouais, bien la musique d'Eminem, mais là, tu n'as pas de leçons à me ah donner, non, chose. Tu sais. catastrophique. Mauvais coup de l'année à l'international, très bon choix, Emmanuel Macron, Ben le oui. président français, qui voit un peu comme Justin. En fait, c'est vraiment l'alter ego de Justin Trudeau. Mhm. À la différence près que je lui reconnaîtrais une chose, il a quand même demandé aux gens de s'exprimer. Donc, il a quand même renvoyé les gens aux législatives pour avoir des élections, alors que, quoique ça ne mettait pas son poste en jeu, fait qu'il avait bien beau le faire. Mais c'est un gars qui, parce qu'on l'oublie, mais 2024, c'est la démission en février, je pense, d'Elisabeth Borne, Mhm. qui est sa première ministre à ce moment-là, et depuis, ils en ont passé trois. Là. Donc, c'était le début de la fin, finalement, pour lui. On a vu son régime s'effondrer d'une certaine manière. Fait que je sais pas si c'est pour ça que tu l'as choisi, mais je te dirais que mon Ben, ben, effectivement, c'est parce que c'est vraiment un peu l'artisan du propre malheur et surtout à regret du malheur de la France. Je veux dire, ce gars-là, bon, les résultats aux élections européennes n'ont pas fait son affaire plus tôt cette année. Fait que là, il décide. En fait, c'est parce que mais Emmanuel Macron, c'est vraiment le mime, tu sais, du gars qui fait de la bicyclette puis qui met un bâton dans la roue de son vélo, ah puis après ça, oui, il plante carrément ça. plein. Là, ça, c'est Emmanuel Macron. Tu te dis, le gars, il n'était pas satisfait des résultats qu'il y a eu aux élections européennes. Alors, il déclenche les législatives. Il se fait ramasser au premier tour. Là, finalement, au deuxième tour, il fait des genres d'alliances louches avec la gauche française pour bloquer le ralliement national. Bon, là, ça a marché dans une certaine mesure. Maintenant, bon, il n'arrive pas il a du mal à former un gouvernement parce qu'il ne veut pas, là, il se rend compte que ses partenaires de semi-coalition pour bloquer la droite, ben, en tout cas, c'est pas yable, Jean-Luc Mélenchon, puis la France insoumise, puis cette gang-là. Fait que là, il va chercher quelqu'un que personne d'un groupe politique qu'à peu près personne voulait, c'est-à-dire les Républicains, pour aller mettre Michel Barnier, c'est ça, j'ai toujours la misère avec son nom. Bon, c'est ça. Même Michel Barnier, finalement, il y a quelques semaines, ben, en tout cas, au moment où vous allez l'écouter, ça n'a pas fonctionné. Là, il est allé chercher François Bayrou. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais tu te dis, ce gars-là, quelle catastrophe. Aussi, on se rappelle, je crois que c'était plus tôt cette année aussi qu'il avait peut-être envoyé de la Légion étrangère en Ukraine. Finalement, bon, ça n'a pas trop arrivé. Là. On entend quand même des histoires que, bon, il y a des militaires français sur le territoire ukrainien qui formeraient des troupes. Bon, ça, en tout cas, il y a des choses à confirmer, des choses qui ne sont pas claires dans le domaine du renseignement, etc. Il faut toujours faire attention, là, mais c'est parce que tu dis, d'un côté, le gars, il est vraiment à la tête. En quelque part, celui qui est le président, celui qui doit être imputable, c'est vraiment, il préside, c'est le cas de le dire, au malheur de la France. Mais à l'international aussi, là, c'est vraiment pas yable non plus. C'est quelqu'un qui est en train vraiment d'attiser de mettre de l'huile sur le feu, d'attiser les tensions, d'essayer de calmer le jeu. Tu dis, ce gars-là, il se voit comme un Charles de Gaulle, mais je veux dire, en réalité, j'ai envie de dire, bon, je ne veux pas être trop geek politique, mais c'est même pas un Valéry Giscard d'Estaing, là, ce gars-là. Là, je veux dire, ce que j'y donne, c'est que ça va avoir plus de panache. Ben, encore là, c'est drôle à dire, mais il y a, disons, plus de personnalité que Justin Trudeau, là, c'est à peu près ça. Là. Mais Seigneur, que ce monsieur-là, c'est français. Comme tu dis, l'artisan de son propre malheur. Pour cette dernière catégorie, tu as ce qu'on n'avait pas pour les autres, une mention honorable. Ouais. Pour ça, j'avoue que je ne l'avais pas vu venir, pour Erdogan. Oui, c'est ça. Dans le courrier que je t'ai envoyé, j'ai mis mention, j'ai mis honorable entre guillemets. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est le prof Caron, je pense qu'il en parlait avec toi récemment. C'est que tu sais, Erdogan, c'est pas quelqu'un qui est honorable, disons, du moins, c'est dans le cadre de ses alliances. C'est vraiment notre allié le moins fiable, tu sais, à l'OTAN. Ouais. Bon, c'est que lui, c'est vraiment le gars qui a très bien assimilé le concept de les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ça, il a vraiment très bien assimilé ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre là. C'est que même la Turquie, situation internationale, ça reprend du galon. Je veux dire, bon, ça a vraiment été un coup de maître en Syrie d'appuyer les rebelles, même des armées, de fournir de l'équipement, etc., pour faire tomber Al-Assad. Vraiment, ça c'est vraiment un coup de maître en politique étrangère. Ce qui est étrange, parce que c'est bon ce que tu dis sur il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'amis, il y a juste des intérêts. Ben, c'est parce que la Russie, la Turquie, on les a pensés pendant très longtemps proches des Russes.
Sauf que là, ils leur ont donné un coup dans le côté avec cette histoire-là, parce que les Russes étaient très présents en Syrie, puis c'est eux qui ont maintenu Assad depuis les vagues de rebelles, depuis finalement ce qu'on a appelé le printemps arabe. C'est les Russes qui ont maintenu Assad au pouvoir, et finalement, ce qu'on apprend, c'est que les Turcs qu'on pensait jouer dans le dos un peu de l'OTAN en s'alliant avec les Russes, finalement, ils viennent de couillonner les Russes aussi avec cette affaire-là. Là. Oui, puis exact. Parce que ça, oui, la Turquie, contrairement à en tout cas, ce que beaucoup de nos experts médiatiques semblent oublier, c'est que la Turquie, elle a toujours. Tu sais, quand ça fait son affaire avec les Russes, elle y va, puis elle n'a pas peur d'y aller, mais quand ça ne fait pas son affaire, elle sait prendre ses distances, des fois même s'inscrire en porte-à-faux contre eux, mais sans jamais franchir de ligne qui ferait en sorte que quand il y aurait besoin de retourner du bord des Russes, que les Russes ne voulaient rien savoir. Fait qu'ils ont toujours réussi à trouver cette sorte d'équilibre-là. Ils sont capables d'aller chercher des concessions, aussi de mettre de la pression sur l'OTAN, de retenir de l'accession de certains pays. Je crois que c'est la Suède notamment qui ont retenu l'accession pendant un bout pour obtenir quelque chose. Tu dis, ils sont très présents aussi à l'international. Tu dis, le prof Caron en parlait. Je crois que c'est un soldat turc sur 7 qui est déployé à l'étranger. Présentement, oui, à Chypre depuis les années 70, mais il commence même à avoir une présence dans le Africa Horn, finalement, c'est en Afrique de l'Est, dans le coin de la Somalie, tout ça, parce qu'il y a des enjeux par rapport à l'Éthiopie qui veut avoir un port sur la mer et tout. Le but, c'est pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais la Turquie se positionne de plus en plus comme non seulement une puissance régionale, ce qu'elle était déjà, mais c'est que, j'essaie de le dire en français, là, mais disons, c'est un acteur de plus en plus d'importance sur la scène internationale, au détriment de d'autres puissances, même si ce n'est pas directement un ennemi ou un opposant, mais si on compare à d'autres puissances comme nous, par exemple, le Canada, finalement, que nous, notre étoile a pâli de plus en plus à l'international, puis ça avait même commencé avant que Trudeau arrive au pouvoir, pour être honnête. Là. C'est juste que ça vraiment, c'est pire que pire. Alors que la Turquie, malgré tout, prend du galon. L'an dernier, je crois que c'était l'an dernier, en 2023, que le président turc, la présidentielle, ça avait été difficile, mais bon, il a réussi à se maintenir. Mais une situation économique était désastreuse, parce qu'il y avait des politiques économiques. C'est ça, encore une fois, je l'ai mis là, mais c'est pas parce que c'est un président parfait, je veux dire. Ces politiques économiques, pendant un bout, c'était genre, non, on n'augmente pas les taux d'intérêt, parce qu'augmenter les taux d'intérêt, c'est contre l'islam, dans toutes sortes de patentes de même. Oui, sa vision économique était très louche, le prix de l'inflation. Oui, il y a eu des politiques un peu, ils ont fait des politiques contrariennes par rapport à l'orthodoxie économique. Là, ils ont commencé à backtracker un peu, là, mais bon, c'est juste que si tu compares à d'autres dirigeants sur la scène internationale, il y a vraiment son épingle du jeu. Absolument. Ce qui nous amène à le bon coup de l'année avec assurément la photo de l'année que les gens vont pouvoir voir. C'est absolument fascinant ce qui s'est passé. La photo de Donald Trump avec le drapeau des États-Unis, le drapeau américain, le sang dans le visage. Bref, vous connaissez l'histoire, chers auditeurs. Ça a été. En fait, tout le monde a parié contre lui à multiples reprises. Là, on est au-delà de la partisanerie, dans le sens que même des alliés, entre guillemets, naturels. Je me souviens d'une clip célèbre qu'on avait fait jouer dans le podcast de Jordan Peterson qui disait Trump, c'est pas mal terminé. Il y a des gens qui poussent derrière lui pour prendre sa place, comme DeSantis, comme d'autres. Et il a scrappé son branding avec 2020. Et finalement, il a fait mentir la plupart des pronostics en boycottant les médias de A à Z, en ne surfant que sur des podcasts et des apparitions dans des médias alternatifs. Il a su, malgré tout, finalement, contre toute attente, un gars qu'on disait qu'il tolère personne autour de lui, s'entourer de plusieurs personnes qui lui étaient autrefois hostiles. J.D. Vance, qui a déjà été un anti-Trump carabiné. Tulsi Gabbard, évidemment, qui s'est présenté pour être la nominée démocrate en 2020 contre Biden, mais éventuellement contre Trump si elle aurait gagné. Robert Kennedy Jr., évidemment, qui s'est lancé comme troisième homme, finalement, et qui a fini par rejoindre le clan Trump. Et là, il y en a d'autres, là, mais vous comprenez un peu l'idée. Donc, tout ça culminé par son élection, qui, je pense,
quand on suivait la campagne de près, on voyait que c'était une des plus serrées en termes de sondage, ce qui nous indiquait qu'il y avait des bonnes chances de gagner. C'était le pari statistique le plus raisonnable à faire. C'était de dire, ben, comme Trump a été systématiquement par le passé sous-estimé par les sondages, le fait qu'il soit 0,1, 0,2 % derrière Harris dans les agrégats, c'était presque assuré que si la métrique initiale était bonne, ça voulait dire qu'en fait, il était en avant d'elle. Et c'est ce qui s'est vérifié le jour de l'élection, finalement. Oui, ben c'est ça. Quoi dire de plus? Je veux dire, Donald Trump, c'est vraiment le plus grand political comeback là, j'ai envie de dire, des dernières décennies. Là. C'est incroyable, là, ce retour avec, tu sais, malgré que tout semblait contre lui, tu sais, les actes, les accusations, les procédures judiciaires. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disaient, hey, Trump, là, lui, là, il a l'air vieux pas mal, il a vieilli pas mal. Bon, oui, il a l'âge. Certainement, il est plus vieux qu'il était en 2016. Bon, tu as le fait aussi que, bon, il semble s'être assagi, il est plus posé, et plus modéré, même si Trump, ça reste Trump. Mais il ne faut pas oublier aussi toutes les procédures judiciaires qu'il a vécues ces dernières années. Ça a eu son homme, là, je veux dire. Qui a un peu d'expérience des tribunaux et tout, là, d'en avoir eu, genre, je pense, 4 ou peut-être même 5 à un moment donné, en même temps, différentes procédures. Je veux dire, bon, c'est pas. Ouais. Et malgré tout ça, malgré tous les médias contre lui, malgré qu'au niveau du financement, bon, il était quand même pas à plaindre, mais quand même, il y avait un financement inférieur à celui des démocrates. Malgré tout, il a réussi non seulement à remporter la présidence, mais à remporter le vote populaire. Tu sais, là-dessus, je tiens à dire que quand la carrière de Donald Trump et celle de Justin Trudeau, les deux vont être terminées, ben Trump va avoir perdu moins souvent le vote populaire que Justin Trudeau, si Justin Trudeau, finalement, ne démissionne pas avant la fin du mandat. Là. Ah, absolument. Et le post de l'année, à mon avis, en fait, ce qui synthétise le plus ce que tu es en train de dire, c'est cette publication-là que Donald Trump a faite. Oui. How it start, how it's going, le fameux meme. Oui. Et on voit la photo de Trump qui date de l'année, du début de l'année 2024, si ma mémoire est bonne, où c'est son mugshot qui était, je me souviens plus où il avait dû se rendre, mais bref, au poste de police pour prendre une photo. Et how it's going, la photo dans le magazine Time, Person of the Year. C'est incroyable. Qui aurait parié là-dessus? C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont dire « Ah, moi, je le savais, puis c'était écrit dans le ciel. » Ouais. Il aurait pu aussi. Rappelez-vous qu'à un moment donné, c'est allé très loin. C'est allé même au stade où la Cour suprême a dû se pencher sur est-ce que le Colorado a le droit d'enlever Donald Trump des ballots. Ouais, puis pas rien que ça, il aurait pu se faire assassiner aussi. Je veux dire, ça a quand même passé proche, là, dans des places. Je voyais encore ça sur Reddit hier, du monde qui disait que c'était pas arrivé, là, le sang sur l'oreille, que c'était arrangé, puis je sais pas quoi. C'est ça, il traînait un sachet de ketchup, puis les gens, c'était des faux morts, j'imagine, les gens dans l'audience. Oui, c'est ça. Tu dis, non, ça aurait très bien pu finir autrement, mais non, le gars, puis peut-être juste préciser la petite boutade que j'ai faite sur le nombre de fois que Justin Trudeau a perdu le vote populaire versus Trump. Trump, il a perdu le vote populaire en 2016, mais il a remporté la présidence. Il a perdu le vote populaire en 2020, il a perdu la présidence. Puis là, en 2024, il a gagné et le vote populaire et la présidence. Justin Trudeau, il a été élu en 2015, très bien. Il a été réélu en 2019, mais il a perdu le vote populaire. Il a été réélu en 2021, mais il a perdu le vote populaire. 2 fois, il a été derrière les conservateurs. Puis là, s'il n'a pas démissionné au moment où vous écoutez ce podcast-là, ou s'il ne démissionne pas d'ici à l'élection, là, en tout cas, ça serait surprenant qu'il gagne le vote populaire à ce stade-ci. Ça serait très surprenant. Il n'y a rien d'impossible, mais ça serait très surprenant. Écoute, c'est ce qui met fin à ce palmarès, ce bilan 2024. On espère que ça a plu aux auditeurs. Et c'est ça. En commentaire, si vous voulez reprendre les mêmes catégories, autant sur Patreon que sur YouTube ou celle de votre choix. Proposez des noms, puis on pourra comparer, les gens pourront comparer entre eux quels sont les résultats. Donc, faites ça pour le fun, municipal, provincial, national et international, ou faites-le pour la catégorie de votre choix. Et proposez des noms, c'est tout le temps bien intéressant de voir c'est quoi les suggestions finalement des uns et des autres. Et nous autres, on se reparle très bientôt. Oui. Yes, merci beaucoup.